Jean-Baptiste Gouache, bonjour. Vous êtes avocat dédié au conseil de réseau de franchise et d'enseigne. Nous allons évoquer aujourd'hui la question des revenus du franchiseur. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Bonjour Hugo, alors les revenus du franchiseur vont directement déterminer la rentabilité de l'exploitation du réseau de franchise. C'est donc un sujet extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types de revenus habituels du franchiseur ? Quand perçoivent-ils chacun de ces revenus ? Alors en premier lieu, les franchiseurs perçoivent des revenus lors de la signature du contrat de franchise. C'est ce qu'on appelle la redevance initiale forfaitaire. Certains l'appellent parfois droit d'entrée, ce que je ne conseille pas, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. C'est donc perçu une fois à la signature du contrat. Ensuite, il y a des redevances dont les contreparties sont la mise à disposition de la marque, la mise à disposition du savoir-faire, l'assistance permanente du franchiseur, qui sont elles perçues tout au long de la vie du contrat, puisque ces contreparties sont fournies pendant toute la durée du contrat de manière successive. On peut également facturer des redevances qui ont pour contrepartie des services, comme des services de communication, par exemple. Enfin, le franchiseur approvisionne habituellement son réseau en revendant de la marchandise ou en référençant des fournisseurs. À ce titre, il percevra soit une marge s'il est central d'achat, soit, s'il est central de référencement, des commissions versées par les fournisseurs, éventuellement des revenus de service rendus à ces fournisseurs. Quelle méthode suivre pour construire le compte d'exploitation prévisionnel d'un futur franchiseur ? Alors un futur franchiseur a en principe 4 métiers. Celui de développer, celui d'animer son réseau, celui de faire de la communication d'enseigne et celui d'approvisionner. On va donc pour chacun de ces métiers construire des sources de revenus spécifiques. La redevance initiale pour le métier du développement, les redevances de franchise pour le métier de l'animation de réseau, la redevance de communication pour le marketing et enfin les marges ou les commissions pour le métier de l'approvisionnement. On va donc déterminer pour chacun de ces métiers l'ensemble des emplois, c'est-à-dire des besoins nécessaires en termes d'investissement, de ressources humaines, de frais de fonctionnement, pour que chacun des métiers puisse être exécuté conformément aux anticipations d'organisation que le franchiseur a définies. Et on mettra en face des niveaux de revenus qui permettront de couvrir ces coûts et de dégager une marge. Vous évoquiez tout à l'heure notamment les montants du droit d'entrée et le montant des redevances. Comment justement positionner ces droits d'entrée et redevances par rapport à la concurrence ? Alors une fois qu'on a en effet construit des hypothèses de fixation de droits d'entrée, redevances initiales, redevances permanentes de franchise, etc., par rapport au coût, on a réalisé un exercice d'équilibre budgétaire. On peut ensuite choisir de positionner, c'est-à-dire de prendre une décision marketing pour dire je suis moins cher que mes concurrents ou je suis plus cher que mes concurrents. Donc cela revient à définir l'offre du réseau de franchise et à la positionner par rapport à l'offre des autres franchiseurs qui seront éventuellement sélectionnés par les candidats à la franchise parce que ce sont vos concurrents les plus directs. C'est donc un exercice de benchmark qui est opéré. Mais alors, y a-t-il des pièges ou bien des astuces lorsqu'on calcule les revenus du franchiseur ? Alors, en premier lieu, il faut relever que tous ces revenus sont des vases communicants. C'est-à-dire que si le franchiseur, par stratégie, souhaite ne pas équilibrer un métier, il peut parfaitement le faire en se rattrapant sur un autre métier. Donc, dans les franchises, notamment d'approvisionnement, de retail, eh bien, on va avoir souvent une marge beaucoup plus significative et donc on aura moins besoin des redevances initiales forfaitaires ou des redevances de franchise. Alors ensuite, oui, il faut faire extrêmement attention à un certain nombre de sujets. On parlait tout à l'heure de la redevance de communication. C'est une redevance qui peut être affectée si le contrat prévoit qu'il existe un fonds de communication. Dans ce cas, la redevance est encaissée sur un compte bancaire spécifique, ce qui va obliger le franchiseur à une reddition de compte. Mais s'il se trouve qu'il n'a pas employé au terme de cette reddition de compte la redevance conformément à ce qui était prévu au contrat, outre une faute civile qui peut amener à la résiliation du contrat à cet ordre, il commet sur le plan pénal le délit d'abus de confiance. Donc on peut éviter cette qualification en évitant de créer un fonds de communication et en prévoyant que le franchiseur rendra des services de communication rémunérés par une redevance encaissée sur le compte général de l'entreprise et que cette redevance rémunérera ses services. Dans ce cas, il n'y a plus stricto sensu d'obligation de reddition des comptes et il n'y a plus de risque pénal, le risque d'abus de confiance disparaît. Par ailleurs, il faut préserver les revenus futurs du franchiseur.
Je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas le terme droit d'entrée. Ça n'est pas que je le trouve personnellement impropre, mais en tout cas, la jurisprudence, récemment, a, dans une affaire Subway, sur assignation du ministre de l'économie, retenu qu'il existait un déséquilibre significatif à encaisser des montants de droits d'entrée identiques lors de la signature d'un deuxième ou d'un troisième contrat, c'est-à-dire faisant suite à une relation contractuelle avec un franchisé de même nature. Et donc, nous recommandons désormais de ne plus parler de droit d'entrée, mais de redevances initiales qui ont des contreparties qui ne consistent pas dans l'entrée dans le réseau. La contrepartie a une consistance différente, comme par exemple l'exclusivité territoriale ou un complément de rémunération de la mise à disposition du savoir-faire ou de la marque. On préserve ainsi les revenus futurs du franchiseur. Enfin, je tiens tout de même à souligner qu'en fonction des contreparties définies, le traitement comptable et fiscal des redevances payées par le franchisé peut ne pas être le même. Ainsi notamment pour la redevance initiale forfaitaire. Si la redevance est un droit incorporel, il pourra normalement l'immobiliser et l'amortir sur la durée du contrat. Si au contraire, cette redevance est la contrepartie de services, comme des services de formation, d'assistance initiale, il devra la passer en charge. On voit tout de suite que l'impact sur le compte d'exploitation ne sera pas le même. Dans le premier cas, il y a un étalement de la charge, alors que dans le deuxième cas, eh bien, il y a l'année d'exposition, une déduction de la totalité de la charge, ce qui déggravera la présentation du compte d'exploitation. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Jean-Baptiste Gouache. Et c'était avec plaisir, Hugo.